Une analyse avec François Martin. Vous êtes géopoliticien, journaliste, essayiste. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Richard, je vous ai écouté quelques minutes, je me suis bien amusé là. Je me demandais qui était le gros qui se rasait sans barbe. J'ai eu la réponse juste avant d'arriver là, oui. Très drôle. Alexandre a un talent fou. On est ensemble ce matin pour parler évidemment de cette surprise démocratique hier, le Ah oui, Rassemblement national, ah oui, plus gros parti de France, oui, plus gros groupe parlementaire, a proposé une loi et a proposé un vote, et ce vote a été accepté par d'autres gens que le Rassemblement national. Ça y est, le oui, cordon républicain oui, est coupé, le rempart est oui. fracassé, et donc le racisme le plus honteux est en train de se répandre dans une assemblée corrompue. Enfin, je reprends les éléments de langage de LFI. Qu'est-ce que vous pensez, vous, d'abord de ce vote sur l'accord franco-algérien de 1968 ? Alors d'abord, je dirais que c'est à la fois important et pas important. C'est pas important pour un certain nombre de raisons et c'est important pour d'autres raisons qui ne sont pas celles qu'on pense, à mon avis. D'abord, euh, le fait qu'on se pose la question et qu'on modifie cet accord depuis des années, enfin cet accord, c'est un espèce de, je dirais, de statut du commandeur en carton-pâte. Enfin, je veux dire, euh, il ne donne plus. D'abord, il avait été créé au départ pour faciliter les entrées des Algériens, mais il a été modifié, 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 à tel point que certaines de ses dispositions sont telles que les droits des, des immigrés, je dirais, non européens, dans le régime général, quelque part, est plus favorable que ce régime particulier. Mais je dirais que, comme vous l'avez dit, à un moment donné, il fallait quand même couper le cordon, c'est-à-dire on ne peut pas continuer à penser que 60 ans après, il faut alors que l'Algérie véritablement ne donne aucun signe d'une, je dirais, d'une amitié franco-algérienne éternelle, mais depuis Bouteflika, etc., ne cesse de considérer la France comme son bouc émissaire préféré pour essayer de justifier je dirais, le caractère inacceptable de son régime, qui n'accorde aucune liberté aux Algériens. Euh, c'est, il fallait changer, quoi. Il fallait changer. Donc, j'ai regardé en préparant un peu l'émission, et déjà, Bayrou voulait changer, mais en même temps, il disait aux Algériens, mais je ne souhaite pas que ça, il faut faire en sorte que ça ne souhaite pas un casus belli, etc. Mais enfin, où on va. D'autant que l'accord n'est pas un accord, si on regarde ne serait-ce que le Wikipédia, parce qu'il n'y a pas de contrepartie. Que je sache, nous n'avons pas un droit de rentrée pour un quota de Français en Algérie pour des courts séjours ou pour des longs séjours à notre disposition quand on veut. Donc, ce n'est pas un accord, c'est une disposition qui avait été accordée unilatéralement par la France, au départ pour faciliter l'entrée des pieds noirs sur le territoire de la métropole, et ensuite pour réguler le flux des Algériens qui venaient pour travailler en France, et que la France a essayé de limiter à un moment donné pour faire entrer des Yougoslaves, des Portugais, etc., etc. Donc, il fallait que ça s'arrête à un moment donné, et il fallait couper le cordon, et le cordon est coupé, c'est très bien, et à mon avis, il n'y a rien d'autre à dire de ça là-dessus. Par contre, là où c'est effectivement important, c'est ce que ça montre des rapports qu'il y a à l'intérieur de l'Assemblée nationale qui balisent, à mon avis, la suite des événements en ce qui concerne le feuilleton qui existe entre le président de la République et l'Assemblée, et plus généralement entre le président de la République et les Français. Parce que s'il y a une bonne partie des républicains qui votent et également Horizon, c'est très intéressant parce que ça veut dire que les trois blocs qui existent à l'intérieur de l'Assemblée, avec, je dirais, la droite de droite, selon ce que l'expression employée par Jean-Marie Le Pen, la droite de droite, le bloc central qui est à la fois la droite de gauche et la gauche de droite, je dirais, et puis et puis comment dire, LFI d'un côté, est en train de se modifier avec un renforcement du pôle de droite. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va aller vers
vers assez rapidement, à mon avis, vers une censure. Donc, c'est beaucoup plus ça, à mon avis, qui est intéressant, c'est ce mouvement et le fait que cette idée de cordon sanitaire, qui était une hypocrisie totale, est peu à peu en train de disparaître. Je ne sais pas si le Rassemblement national fera ce qu'il faut s'il a un jour le pouvoir ou une partie de pouvoir, mais en tout cas, sur le plan de la disparition de la disparition du cordon sanitaire, il est en train de réussir son pari. Et rien que pour ça, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà ce que Évidemment, je dirais. évidemment, c'est une très bonne chose. Voilà, on voit aussi que, à force de déclarer qu'ils sont prêts à assumer certains votes, ben, Horizon et LR ont décidé de les assumer plutôt que d'expliquer que quand Ah oui. c'est pas eux qui proposent, ça ne peut pas être accepté. Et d'ailleurs, je trouve que, évidemment, le parti présidentiel s'est couvert de pipi en expliquant que, comme ils avaient eux-mêmes, par la voix de Gabriel Attal, réclamé que cet accord soit révisé, mais puisque c'est le Rassemblement national qui le demande, évidemment, ils ne peuvent pas être d'accord. C'est la politique politicienne à son pire niveau. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est Bien qu'évidemment sûr. la manière dont Ouais. LFI a tout de suite hurlé au racisme uniquement parce qu'on demande que les Algériens soient traités comme tous les autres étrangers. C'est-à-dire on ne demande pas une loi spéciale contre les Algériens, il n'y a rigoureusement rien de raciste, on dit juste il serait peut-être pas mal que les Algériens ne soient pas traités comme un peuple exceptionnel qui a droit à des égards exceptionnels et des conditions exceptionnelles. On pourrait traiter les Algériens comme n'importe qui. Et là, la gauche est en position latérale de sécurité et explique que Mélenchon a carrément fait une vidéo pour s'excuser auprès du peuple algérien de la violence qu'il y a à les considérer comme le reste du monde. Non, mais Mélenchon, il est, je dirais, le pire des, comment dire, il fait véritablement feu de tout bois. Cet homme que je considère comme un homme intelligent, sinon très intelligent, qui avait, à mon avis, qui avait d'une certaine façon des capacités intellectuelles et d'homme d'État, ne fait pas du tout une politique d'homme d'État quand il est à l'Assemblée, mais une espèce de politique de démagogie de la pire espèce. Alors, je mets un peu à part, à cause de mes convictions personnelles gaullistes, le combat qui est mené par LFI en faveur de la Palestine, parce que je pense, moi, personnellement, que les droits des Palestiniens doivent être défendus, et je ne vois pas trop qui les défend, à part les gaullistes et à part Mélenchon. Mais Mélenchon ne le fait pas pour des raisons pro-palestiniennes, il le fait parce que il essaye, tout est son contraire, pour essayer de créer la pagaille, parce que lui, c'est un chaviste et c'est un révolutionnaire dans sa tête. Donc, pour moi, ce pauvre Mélenchon, pour reprendre votre expression, se couvre également de pipi dans cette affaire, alors qu'il avait qu'à laisser passer, mais tout ce qu'ils peuvent faire pour essayer de ripolliner un peu sa statue auprès des populations immigrées, ils sont dessus, mais c'est pas de la politique, ça, c'est de la démagogie pure, c'est minable. Alors, Voilà. la manière dont la gauche instrumentalise en permanence la population immigrée en France, la population étrangère et la scène internationale, d'ailleurs en imitant en cela le président de la République qui passe sa vie à délaisser les Français et à se mettre en scène en Slovénie et à Pernambouc pour montrer qu'il existe, m'amène à vous poser une question sur, par exemple, la manière dont la gauche a instrumentalisé Gaza. Et voilà, elle trouve avec Ah la oui. rupture de l'accord franco-algérien, qui évidemment n'est pas du tout rompu pour le moment, une occasion de s'énerver. Mais avec Gaza, elle était déjà allée assez loin dans la manière dont il s'agissait d'importer un conflit et de le franciser, alors que bon, ça n'a rien à voir avec notre pays, son histoire et sa population. Bien sûr, bien sûr. Alors moi, je considère que, si vous voulez, dans le cadre de la politique de De Gaulle, qui aurait dû être la nôtre, la France, puissance d'équilibre, a l'obligation de défendre le droit des Palestiniens, et en le faisant, je pense qu'elle protège précisément la population française de possibles débordements qui seraient évidemment, à mon avis, bien pires, avec une instrumentalisation qui serait bien pire si on détournait les yeux, nous, le pays des droits de l'homme, de l'effroyable massacre qui a lieu en ce moment à Gaza et des femmes et des enfants. Notre tradition et notre tradition chrétienne nous oblige à défendre ce peuple pour des raisons humanitaires et à défendre ses droits politiques. Mais évidemment,
ce n'est pas ce n'est le rôle de personne que d'essayer d'importer ce conflit en France. D'ailleurs, les Palestiniens ne veulent pas l'importer en France, contrairement à ce qu'on pense. Dans tous les pays, et il y avait il y a quelques jours une immense manifestation à Séoul, ce sont des manifestations pacifiques pour les droits, et les Asiatiques ou les Brésiliens ou les Africains ou les Sud-Africains qui manifestent sont d'ailleurs extrêmement étonnés que les peuples européens, qui sont les parangons de la vertu et du bien, ne fassent pas la même chose qu'eux. Donc, je trouve qu'on se discrédite gravement, d'ailleurs, en étant aussi faible. Et dans ce sens, je trouve que Macron a fait une bonne, une bonne action. Qui a entraîné d'ailleurs pas mal de monde en reconnaissant l'État de Palestine. On est obligé d'en passer par là de toute façon. Mais Mélenchon, à mon avis, si vous voulez, autant ce combat me paraît juste, autant l'islamo-gauchiste qui l'amène à aller défendre les droits LGBT au Sénégal, si vous vous en souvenez, on lui a dit, mon ami Jean-Luc, nous t'écouterons une autre fois, rentre chez toi s'il te plaît. Ça montre bien que où il a rien compris à l'affaire, où il n'a rien compris à l'affaire, il nous prend pour des crétins, quoi. Je trouve que c'est plutôt la deuxième chose que la première. Voilà. Et il prend les musulmans pour des crétins aussi. Je voudrais revenir quand même maintenant un petit peu sur la rupture de l'accord franco-algérien. Donc, Sébastien Lecornu a expliqué que effectivement l'idée n'était pas mauvaise, reprenant d'ailleurs l'idée de Gabriel Attal qu'il avait lui-même avancée. Le président Macron avait expliqué que c'était hors de question, que ce n'était pas le moment, et Laurent Nunez lui-même, ministre de l'Intérieur désormais, se félicitait d'apaiser les relations avec l'Algérie. Est-ce qu'il y a là de la part de Sébastien Lecornu une prise de position indépendante d'Emmanuel Macron? Est-ce que Emmanuel Macron est en train de réviser sa position sur l'accord franco-algérien? Après tout, ce ne serait pas la première fois qu'il réviserait une opinion. On sait qu'il a changé d'avis sur le Mercosur. Après avoir expliqué que c'était génial, il a expliqué que c'était atroce et qu'il ne ferait jamais rien pour le faire paraître. Et maintenant, il est obligé d'avaler son chapeau et d'avaler le Mercosur. Et est-ce qu'on assiste à une évolution possible de l'Élysée sur cette question ou pas du tout? Est-ce que ce sera une occasion de crispation supplémentaire? Je ne pense pas qu'on assistera à une évolution. Je pense que aussi, comment dire, le Cornu, il n'a qu'une idée aujourd'hui, il n'a qu'une idée dans sa tête, c'est oulala, oulala, oulala. Dès que ça bouge un peu dans un sens, il fait oulala, et que ça bouge dans l'autre, il fait oulala. Donc la réponse de oulala, c'est oui, oui, on va voir ce qu'on peut faire. Mais je pense qu'il n'a aucune envie de modifier quelque équilibre que ce soit. D'ailleurs, une résolution, ce n'est pas une loi, ce n'est pas contraignant. Et puis, les objectifs comment dire, de Nunes et du président, ça ne tient pas la route une seconde, parce que la seule décision qu'ils ont prise, qui était une décision qui était bonne, à mon avis, c'était de reconnaître les droits du Maroc sur le Sahara oriental, qui a été, je dirais, ce qui a déclenché cette tir de la part du président algérien, parce que Macron avait essayé de se rapprocher de l'Algérie. Vous vous souvenez que quand il a fait sa campagne, il est allé en Algérie pour dire que la colonisation était un crime contre l'humanité, qu'il n'y avait pas de culture française, etc. Il avait choisi le beau pays d'Algérie pour aller dire ça sur les Français, ce qui était assez sympa pour nous, je dois dire. Donc il a essayé de leur faire des mamours, mais en fait, l'Algérie vit sur le principe du bouc émissaire français. Donc ça ne pouvait pas marcher, et ça ne peut pas plus marcher aujourd'hui que il les a humiliés en choisissant ouvertement le Maroc. Donc, je dirais qu'on est plus dans la posture que dans la réalité. Je ne peux pas penser une seconde que le président de la République et M. Nunes soient assez naïfs pour penser qu'ils vont pouvoir se réconcilier avec l'Algérie sous quelque prétexte que ce soit. J'y crois pas du tout. Donc, tout ça, de la part du Premier ministre, c'est du cinéma, et de la part du président, c'est du cinéma aussi. Alors, à propos de cinéma, il y a une partie des réactions qui m'ont stupéfaite. C'est ceux, et notamment du parti présidentiel,
qui ne font rigoureusement rien pour que Boualem Sansal se sorte de prison et qui ont expliqué que puisque le Rassemblement national avait fait voter cette remise en cause de l'accord franco-algérien de 68, à ce moment-là, Boualem Sansal était quasiment condamné. Ils abandonnaient en fait tout espoir de le libérer à brève échéance et ils rejetaient sur le Rassemblement national toute la faute du fait que Boualem Sansal croupisse en prison au mépris du droit. Bien sûr. Voilà. Et est-ce que cette réaction n'était pas, à votre sens, la plus indécente, même pire à mon sens que celle des LFI et de leur cri stupide en expliquant que l'OS était revenu au milieu de l'Assemblée? Oui, ben, elle est totalement indécente, mais on est dans l'indécence depuis la dissolution de l'année dernière. On est dans un système de quatrième république où tout ce qui compte, c'est tout ce que l'on voit, c'est les chicayas, les pots de banane et les savons de Marseille. Donc, on est exactement là-dedans. On est redescendu au niveau du ruisseau et peut-être en dessous. Donc, il n'y a rien à attendre de ce qui se passe aujourd'hui. La seule chose qu'il faut suivre, à mon avis, comme le lait sur le feu, et dans ce sens, je trouve que cette résolution est intéressante. C'est tout ce qui se rapproche, tout ce qui rapproche le président du précipice, c'est-à-dire la motion de censure contre ce énième Premier ministre, qui obligera le président de la République à dissoudre et ensuite à avoir un RN plus fort et peut-être majoritaire. Donc le président, en fait, qui n'est pas... il lui fallu qu'il y ait un chef et qu'il y ait un État. Il n'est ni un chef d'État, parce qu'il n'y a pas de chef et il n'y a pas d'État. Et depuis l'année dernière, il emmène les Français dans la crise, dans la souffrance, dans la perte de temps. Et l'issue ne fera aucun doute, à mon avis. Donc, dans ce sens-là, ce qui s'est passé est une pierre de plus qui va dans ce sens. Donc, c'est ça que je trouve le plus intéressant dans ce vote. Que Horizon se mouille, c'est quand même pas mal, je trouve, dans ce sens. Je trouve Oui, que c'est et pas mal. Édouard Philippe regagne un peu en substance parce que voilà, il prouve qu'il est enfin capable de se Ouais. débarrasser de l'héritage macronien. Vous avez raison de souligner à quel point Macron. Il faut qu'il se démarque, de toute façon. Ouais. Il faut qu'il se démarque, c'est obligatoire. Sinon, comme Colomb, il ne passera pas. Donc, est-ce qu'il le pense ou est-ce qu'il le dit parce qu'il joue il nous a pas montré qu'il était grand-chose de plus qu'un ectoplasme quand il était au gouvernement. Mais bon, après tout, le Saint-Esprit vient parfois sur les hommes. Eh ben, J'y crois pas beaucoup. voilà, mais sait-on jamais, effectivement. Je ne m'attendais pas du tout à l'invocation du Saint-Esprit sur le crâne d'Édouard Philippe, mais très bien, acceptons-en l'augure. Vous aviez, il y a un instant, évoqué la figure de Macron et notamment la manière dont ce chef d'État bizarre essaie de nous entraîner dans les aventures les plus insensées. Qu'est-ce que vous pensez de son travail sur l'Ukraine? Voilà. Sur la Palestine, il a réussi effectivement à poser une proposition, on l'avait signé, on en avait parlé ici même avec Marie-Josée Craffray, qui était intelligente. Sur l'Ukraine, quoi qu'on pense de son côté mouche du coche, il réussit à faire exister l'Europe sur la scène internationale et donc il redonne du poids à une institution, l'Union européenne, quand même assez dévaluée, mais en même temps on a l'impression que c'est presque au péril de la France qu'il donne ce poids à l'Union européenne. Alors, moi, ma position à moi, c'est qu'il est totalement dans la posture, parce qu'il ne peut absolument pas y aller tout seul. Euh, si vous voulez envoyer 200 soldats ou même 2000 soldats en Ukraine en plus, je pense que pour les Russes, c'est véritablement une crotte de mouche, quoi. Par rapport à ce que représente cette armée, il ne ferait que tuer les soldats qui reviendraient 15 jours après dans des petites boîtes. Donc, je pense qu'il n'a pas l'intention de faire. Et je pense, moi, que, en fait, ce qui s'est passé avec l'arrivée de Trump et avec le canal de relations directes qui a été créé à Anchorage, et puis qui ne s'est pas concrétisé à Budapest, mais qui va se concrétiser, euh, est un danger mortel pour l'Europe. Parce que je ne peux pas considérer une seconde que le jour où les Américains s'entendent directement
avec les Russes et disent aux Européens, ben, c'est votre guerre, maintenant vous débrouillez tout seul avec Zelensky, avec les Russes, mais moi je fais des affaires avec les Russes, ils m'ont donné des contrats de pétrole, de gaz, etc., et puis des terres rares, etc. Ce jour-là, l'Europe est morte. L'Europe est morte parce que les Américains ne peuvent pas nous interdire d'aller chercher du gaz et des terres rares et de commercer avec les Russes alors qu'eux le font. Donc ce jour-là, Macron est dans le lac, von der Leyen aussi, et le premier qui partira, c'est l'Allemagne. Donc ils ont impérativement besoin, je dirais, de forcer les choses et de mettre les choses au pire parce que c'est une question de vie ou de mort pour eux d'essayer d'entraîner des Américains dans cette affaire. Et Trump en particulier, qui déteste autant que Poutine, même s'ils ne veulent pas le dire, parce que Trump est un conservateur, en fait, qui est contre leur idéologie LGBTiste confère la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui est le meilleur programme politique de ces épouvantables progressistes, hein, avec pédophilie à la clé, etc., etc. Donc, Macron essaye de défendre, je dirais, le petit îlot de progressisme qui reste, mais qui reste aussi à l'intérieur de la société américaine. Et ce qu'il espère derrière, c'est que Trump se casse la figure, en tout cas qu'il reste dans cette guerre, et que et que les démocrates reviennent au pouvoir. Voilà, c'est ça qu'il essaye. Donc, il pousse le bouchon, mais en même temps, il n'a pas les moyens parce qu'il ne peut pas y aller tout seul. Donc, moi je ne crois pas véritablement, je suis, contrairement à beaucoup, relativement optimiste parce que je pense que la prudence légendaire de Poutine, d'une part, le fait que Trump n'a pas envie de monter aux extrêmes parce qu'il n'a rien à gagner à faire exploser son pays, etc., monter aux extrêmes, alors qu'il a au bout de la pêche un accord séparé avec les Russes. L'intérêt, le fait que Marco Rubio, dans un entretien du 30 janvier auquel je fais souvent référence, avec Megyn Kelly, a dit très clairement, très clairement que le monde n'était plus unipolaire, mais était tripolaire désormais avec les Russes, les Chinois et les Américains. Donc, Brzezinski, c'était fini, c'était dans le lac. Donc, s'est positionné contre la doctrine néoconservatrice. Bon, même si Trump est obligé de surfer avec les néocons de son propre camp, c'est la raison pour laquelle il fait un coup je t'aime pas, etc. Mais on va y arriver. Donc, je pense franchement que la petite clique européenne est foutue parce qu'elle ne peut pas y aller tout seul. Et le jour où il y a une paix séparée, leur désaveu sera total. Donc, Macron, je dirais, c'est plus dur sera la chute. Voilà, je vois ça comme ça. Vous dites que effectivement un nouvel ordre mondial est en train de se dessiner. Alors quand Marco Rubio parle d'ordre tripolaire, on a l'impression, en distinguant la Russie et la Chine, on a surtout l'impression qu'il essaye à la fois de, entre guillemets, de flatter la Russie et de la Chine, alors que le Sud global Tout à fait, tout à fait. montre que la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, etc., les BRICS existent. Donc, et là, pour le moment, ce n'est plus le monde bipolaire auquel on avait l'habitude, mais c'est quand même un monde où il y a d'un côté les États-Unis, de l'autre côté tous ceux qui défient en fait l'ordre mondial américain, et l'Europe est une poussière de nations qui assistent, en fait, qui sont presque sorties du jeu de l'histoire, hein. L'Union européenne, l'Amérique du Sud, voilà, qui est redevenu le terrain de jeu des Américains. Donc, est-ce on est véritablement sur un nouveau paradigme, ou on est surtout en train d'avaliser le fait que le Sud global est en train de lui aussi de gagner en substance et peu à peu d'affirmer, par le poids de sa démographie, par le poids de son économie, par sa capacité prudente à imaginer des outils différents. Je parle évidemment par exemple des outils d'échange bancaire. Voilà. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça que Marco Rubio est en train de sacraliser? Ben, c'est les deux, mais je suis tout à fait d'accord. C'est véritablement ça. Et le problème qu'a Trump aujourd'hui, c'est qu'il y a à l'intérieur de ses propres soutiens des va-t-en-guerre comme, comment s'appelle-t-il, l'homme
politique, ça va me revenir, mais il a une clique derrière qui veut continuer la guerre parce que quelque part, il gagne beaucoup d'argent avec, les ventes d'armes, etc. Euh, et puis, d'un autre côté, une nouvelle réalité qui s'affirme et pour laquelle il est certainement beaucoup plus intéressant d'aller, je dirais, effectuer une sorte de métamorphose pour aller rentrer dans ces pays et investir plus. C'est la raison pour laquelle Trump n'a pas eu peur, après avoir critiqué les Chinois, d'aller serrer la main de Xi Jinping et de lui parler de business. Alors nous, là-dedans, effectivement, il faut qu'on choisisse notre camp, mais je veux dire, on est tellement stupide, et notre Macron national, à qui on devrait... Si on fait un jour un musée de la stupidité, je pense qu'il faudrait qu'il ait une belle salle pour lui tout seul, je pense. On va Je pense. effectivement. Parce qu'on a vraiment une carte à jouer, nous, la France. La France éternelle, la France qui parle à tout le monde. On a véritablement une grande carte à jouer. Enfin, il suffit de se rappeler de ce que c'était le gaullisme et de ce que De Gaulle a obtenu comme aura partout dans les pays non alignés, avec l'Amérique du Sud, euh, avec la Chine, avec les États-Unis, avec la Russie, partout. Donc, nous, il n'y a qu'à ressortir ça et réveiller ça. Donc, Macron s'enferme complètement, je dirais, parce que c'est un idéologue et c'est un progressiste de la pire espèce. Et je pense que la haine culturelle qu'il a aussi bien pour Poutine et les Russes que pour Trump, c'est quelque part la racine de sa folie, euh, comment dire, qui en veut toujours plus. Mais je pense qu'il fait la part des choses entre ce qu'il dit et ce qu'il est capable de faire. Je pense. Sinon, de toute façon, même s'il ne le pense pas, ça ne change rien, parce que comme de toute façon les États-Unis n'enverront jamais des Tomahawks, parce que s'ils envoient des Tomahawks, les Russes leur ont déjà dit qu'ils enverraient des Oreshnik à Cuba avec des chars nucléaires. Bon, on nous refait la crise de Cuba, donc Oui. ça n'ira pas plus loin. Donc la cause est déjà entendue, je dirais. Maintenant, c'est une question de temps, je dirais, pour que Trump fasse, pour que Trump parvienne à convaincre ses va-t-en-guerre qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Lorsque les Russes auront pris Slaviansk et Kramatorsk, qu'ils auront mangé tout ce qu'ils veulent, ils leur diront, bon, bah, maintenant, voilà, notre liste de courses n'a pas changé. Si vous voulez, on se met d'accord sur ces bases-là, ou sinon, on va jusqu'à Odessa. Qu'est-ce que vous voulez? Et à ce moment-là, les Américains diront d'accord. Eh Voilà. bien, on va attendre que cela se passe. Voilà. On verra bien comment ça va marcher. Merci beaucoup, François Martin, de nous avoir éclairé de vos analyses et à très bientôt sur Ligne Droite.